si ça ne vous dérange pas. Parfait. Bien, je vous propose de commencer. Messieurs, Madame la rapporteure, mes chers collègues, au cours des 3 semaines passées, nous avons commencé les travaux de notre commission d'enquête par des auditions de nature transversale, experts ou fonctionnaires, corps intermédiaires, associations de collectivités. Le cadre étant désormais posé, nous nous consacrons principalement dans les semaines à venir à certaines politiques publiques dans lesquelles les agences jouent un rôle particulier. La politique de la santé nous occupera cet après-midi avec une audition conjointe de M. Grégory Emery, bonjour monsieur, directeur général de la santé, DGS, et Denis Robin, président du Collège des directeurs généraux d'agences régionales de santé, ARS. Jeudi après-midi, nous poursuivrons avec Santé publique France, la Haute Autorité de Santé et l'Agence nationale de sécurité, de sécurité du médicament et des produits de santé, la NSM. Le paysage des opérateurs du domaine de la santé est sans doute l'un des plus complexes. Nous aurions ainsi pu recevoir encore bien d'autres organismes. Cette politique est conduite à la fois par l'État et par les administrations de sécurité sociale, de sorte que les informations ne sont pas unifiées dans les documents budgétaires, mais dispersées entre plusieurs sources. Ce paysage a par ailleurs fait l'objet de nombreuses réorganisations, création des agences régionales de santé il y a près de 15 ans, ou de Santé publique France plus récemment encore, peu avant la crise du Covid-19, au cours de laquelle certaines de ces agences ont joué un rôle de premier plan. Ma première série de questions s'adressa à Monsieur le directeur général de la santé. Vous disposez d'une vue d'ensemble sur ce paysage. Ces recompositions ont-elles produit leur effet en améliorant la mise en œuvre des politiques de santé? Deuxième question, l'Agence de santé publique France, par exemple, a-t-elle parfaitement intégré les 3 organismes dont elle est issue? Les agences régionales de santé ont souvent mentionné dans les débats au Sénat, Chambre des collectivités territoriales, parce qu'elles sont en relation avec les élus locaux. Devant cette commission, certains élus locaux ont regretté à une époque où, selon eux, l'État parlait d'une seule voix. Monsieur Robin, j'ai 2 questions pour vous. La première, comment voyez-vous le rôle de l'ARS vis-à-vis de l'État central, d'une part, vis-à-vis du préfet et des services déconcentrés de l'autre? La répartition des rôles est-elle identique dans toutes les régions ou cela dépend-il aussi des endroits et des personnes? Avant de vous laisser la parole pour un propos introductif d'environ 10 minutes chacun, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat et qu'un compte-rendu sera publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 à 100 000 € d'amende. Je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Je vous invite donc à prêter serment et de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Parfait. Écoutez, Monsieur Emery, vous avez la parole au nom de la Direction générale de santé. Et puis après ça, Monsieur Denis Robin. Je passerai donc après la parole à Madame le rapporteur pour une première série de questions. Et nos collègues de la commission d'enquête prendront le relais pour leurs propres questions à l'issue. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer dans le cadre des travaux de votre commission d'enquête sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État. J'ai le plaisir de faire cette audition à côté de Denis Robin, qui est aussi le directeur général de l'ARS Île-de-France. Je m'exprimerai ici en tant que directeur général de la santé. Peut-être simplement indiquer que j'ai, dans une vie pas si lointaine, exercé les responsables de service au sein d'une des agences, la Haute Autorité de Santé. Donc j'arrive logiquement à intégrer à la fois l'exercice de la tutelle et l'exercice de l'organisation sur laquelle la tutelle est exercée. Mon propos liminaire se articulera en 3 points. Peut-être d'abord redire, parce que c'est important dans la structuration de notre réseau d'agences, quelles sont les missions de la Direction générale
de la santé. On nous a demandé récemment de faire un exercice sur expliquer très clairement nos grandes missions. Je vais donc essayer de le faire de manière simple devant vous aujourd'hui. La première mission de la Direction générale de la santé est de préparer le système de santé aux crises sanitaires. Pour ce faire, nous coordonnons la préparation du système de santé et des moyens sanitaires pour faire face aux menaces, pour faire face aux crises, pour les anticiper, pour les prévenir et in fine, pour protéger la population contre ces dernières. Notre deuxième mission, c'est de concevoir et de mener des politiques de prévention en santé. Dit autrement, on souhaite s'assurer que les Françaises et les Français soient en meilleure santé en leur donnant des clés, les clés pour adopter des comportements plus favorables à leur santé, quels que soient les âges de la vie, de la petite enfance au grand âge, que ce soit effectivement en termes de politique de prévention pour les jeunes enfants, de lutte contre les addictions, de promotion de l'activité physique ou encore de vaccination et de dépistage. Notre troisième mission est de garantir la sécurité et la qualité des produits de santé, dit autrement les médicaments notamment, ou les pratiques de soins, avec un objectif assez simple qui est de permettre l'accès des patients à la fois à des produits innovants, donc c'est faire que l'innovation soit mise au profit des patientes et des patients, tout en négociant, et c'est un point important, ces médicaments à des prix équitables dans les instances qui vont bien, et également de lutter contre les pénuries de produits de santé, qui est une préoccupation de nos concitoyennes et de nos concitoyens. La quatrième mission est de protéger les Français en favorisant un environnement favorable à leur santé. Dit autrement, ça veut dire prévenir les risques sanitaires liés à l'alimentation, au milieu de vie. Et les milieux de vie, c'est soit l'air intérieur, soit l'extérieur, ou les questions d'eau, qu'elle soit du robinet ou en bouteille, ce qui fait l'actualité en ce moment. Pour mener à bien nos missions, la Direction générale de la santé peut compter sur un réseau d'acteurs, dont 6 agences sanitaires dont elle assure la tutelle métier. Je vais les citer de manière déroulée, je ferai les abréviations ensuite pour gagner du temps. L'Institut national du cancer d'abord, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les sujets principalement environnementaux, Santé publique France, je reviendrai dans vos questions, monsieur le Président, qui assure à la fois la veille sanitaire, la promotion de la santé, la préparation aux crises, issue d'une fusion, vous l'avez dit, qui date de 2016. L'Agence de la biomédecine, principalement sur les questions de greffe, sur les questions de gamètes ou sur les questions de génétique. L'Agence nationale de la sécurité des médicaments et des produits de santé, à la fois sur la recherche, sur l'innovation, mais c'est aussi sur la qualité, la sécurité des produits de santé. Et enfin, l'Établissement français du sang, dit autrement l'EFS, qui permet à la fois de disposer au quotidien dans notre pays de manière éthique et autonome de sang rouge. C'est effectivement les culots globulaires que vous voyez quand vous faites le tour d'un service à l'hôpital, les plaquettes qui sont effectivement un autre produit dérivé du sang ou encore des médicaments dérivés du sang. Peut-être rappeler simplement en matière de financement, parce que ma réponse, en plus je suis dans le cadre d'une commission d'enquête, donc je ne pourrais pas aller plus loin que mes prérogatives directes. En matière de financement, l'INCa, donc l'Institut national du cancer, et l'ANSES sont financés par des crédits État sur le programme de 104. Les 4 autres agences, Santé publique France, Agence de la biomédecine, ANSM et EFS, sont financées par des crédits assurance maladie. Et plus précisément sur le 6e sous-objectif de l'ONDAM, je me permets de le rappeler parce que ça veut dire que la tutelle financière n'est pas exercée par la Direction générale de la santé, mais la Direction de la sécurité sociale. Et donc, sur ce qui relève des aspects financiers des 4 agences que je viens de citer, c'est effectivement la Direction de la sécurité sociale qui est une des autres directions du ministère qui a la tutelle financière. J'en assure pour ma part la tutelle dite métier. Je préfère le dire dès maintenant, je n'exerce pas la tutelle des agences régionales de santé. C'est un fait, les agences régionales de santé, et Denis Robin vous expliquera comment s'exerce la tutelle des ARS au sein des ministères sociaux, mais je tenais à indiquer que mon propos liminaire, ça se rentrait sur mes agences sanitaires, mais que bien évidemment, celles et ceux qui au quotidien font vivre nos politiques publiques sur les territoires, en proximité, ce sont les agences régionales de santé. Toutes les missions de la DGS que j'ai citées, que ce soit l'environnement et l'exemple de l'eau, la vaccination, le dépistage, que ce soit la préparation aux crises, l'acteur de terrain, de proximité, ce sont bien les agences régionales de santé, et nous échangeons de manière mensuelle avec les directeurs de la santé publique, de manière mensuelle avec les directeurs généraux d'ARS et bien évidemment au quotidien en fonction des besoins. Donc le reste de mon propos sera simplement comment nous exerçons la tutelle de nos agences, parce que finalement c'est aussi une des questions qui se posent. J'exerce la tutelle des agences à 3 niveaux.
c'est pas pour complexifier la chose, mais d'abord, il y a un niveau que j'appelle stratégique. C'est une fois par mois, faire que tous les directeurs généraux d'agences, donc EFS, SPF, ANSM, donc mon propos sera agence sanitaire dans le reste de mon propos, on puisse partager à la fois l'actualité, à la fois les urgences, à la fois les grands calendriers du PLFSS à des projets de loi ou la préparation à certains grands événements. Il y a un texte législatif qui prévoit ce comité d'animation. C'est le CASA, qui est un comité d'animation des agences. J'ai souhaité, depuis que je suis directeur général adjoint de la santé ou directeur général de la santé, pouvoir animer mon réseau de directeurs de manière beaucoup plus directe sur l'ensemble des sujets qui, on va dire, nécessitent une mutualisation ou dans tous les cas des synergies. La cybersécurité, les questions de santé mentale, la préparation aux Jeux Olympiques, la préparation à une épidémie, toutes nos agences sanitaires contribuent dans le champ qui est le leur à cette préparation. Le deuxième niveau d'exercice de la tutelle, c'est un pilotage, on va dire, stratégique individuel de l'agence. Ça se matérialise par des outils assez classiques. D'abord, les contrats d'objectifs qu'on signe avec les agences. Toutes nos agences ont des contrats d'objectifs et de performance, donc discuter avec l'ensemble des administrations concernées. En général, on est sur un COP qui dure 4 ans avec des indicateurs et des relevés de ces indicateurs de manière annuelle et un suivi du COP. Également, il y a une manière d'évaluer l'exercice de la tutelle. Ce sont les directeurs généraux, en l'espèce moi-même et mon adjointe, la directrice générale adjointe de la santé, qui nous assurons de l'évaluation professionnelle de chaque DG. On est dans la période d'évaluation des DG. Nous évaluons les DG comme on évaluait dans la sphère publique les personnes avec lesquelles on travaille. Il y a des objectifs qui sont chiffrés. Une partie de leur rémunération est d'ailleurs fixée sur la réussite, est fixée sur l'atteinte de ces objectifs. Par ailleurs, en termes d'exercice de la tutelle, le DGS ou la DGS adjointe préside l'ensemble des pré-conseils d'administration et nous participons bien évidemment à tous les conseils d'administration de nos agences. Donc là, on est dans un exercice de la tutelle qui est un cadre qui est bien évidemment défini. Je ne parle pas des sujets du quotidien. On a ce qu'on appelle des bilatérales, des échanges mensuels avec les agences sur les aspects très opérationnels de la vie de tous les jours. Enfin, le dernier point, c'est comment on assure le pilotage des moyens de chacune des agences. Donc ça, on a une animation d'un réseau de directeurs adjoints d'agences, plutôt les fonctions support, si je devais caractériser, et on partage sur des questions très pratiques comme comment on peut homogénéiser les marchés publics, comment on peut mieux travailler la question des ressources humaines, des systèmes d'information, ou encore, une des priorités de ces dernières années, la transition écologique. Notre administration est ainsi faite. J'ai pour chaque agence un collaborateur qui me permet d'avoir à chaque instant la vision de l'activité de cette agence. Donc vous voyez, j'ai souhaité dans cette introduction vous présenter comment on organise la tutelle. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, en 2025, on ne peut pas progresser sur l'exercice de la tutelle? La réponse est très clairement non. Et d'ailleurs, je me pose depuis de nombreuses années la question de comment en fait, on arrive à exercer sur des agences qui ont des métiers différents, parce que la réalité, c'est qu'elles ont tous des champs différents. Comment on arrive à exercer en administration centrale une tutelle qui soit une tutelle performante et une tutelle efficiente. Et donc, bien évidemment, que ce soit les travaux de votre commission ou les exercices qui sont menés sous l'égide du Premier ministre sur le rôle et la place des opérateurs de l'État, nous conduirons inexorablement à mettre en place des plans d'action pour s'assurer que notre tutelle soit plus stratégique. Et je terminerai sur ce point-là. Comment, dans ma vision, on arrive à exercer une tutelle stratégique? D'abord, ne pas passer à côté des grands enjeux qui vont être celles de nos opérateurs demain. Je pense bien sûr à la question de l'intelligence artificielle, je pense à la question des données, je pense à la question de la cybersécurité. C'est des choses sur lesquelles nous devons aligner nos agences. Alors une manière de les aligner, ça a été effectivement de mettre que tous ces items-là ou toutes ces priorités-là se retrouvent dans les COP, dans les contrats d'objectifs et de performance, excusez-moi. Mais c'est de s'assurer effectivement qu'on a une forme de mutualisation de l'expertise parce que ce soit en cybersécurité ou en intelligence artificielle, on ne peut pas essaimer les expertises au sein des différentes agences. Ensuite, c'est de pouvoir sans doute exercer notre tutelle en revenant aux missions fondamentales de ces agences. C'est effectivement pourquoi on a créé ces agences, quels sont les objectifs qu'on se fixe en termes de politique publique, comment ces agences-là elles arrivent à transformer
le quotidien de nos concitoyens. Et c'est effectivement faire que les contrats d'objectifs et performance qui ont été complexifiés au fur et à mesure des années aient aussi une traduction en termes d'objectifs de politique publique matérialisables par des élus, matérialisables par des citoyens, matérialisables par celles et ceux qui pourraient s'intéresser à cette politique publique. Et c'est finalement le travail qu'on est en train de mener, pour répondre à votre question, Monsieur le Président, avec Santé publique France. Vous avez raison, on est 10 ans après la création de Santé publique France, où 3 cultures communes se sont réunies. Une culture de la promotion et de la prévention en santé, une culture de la surveillance en santé, une question de la gestion de crise. Et c'est pour cette raison que les ministres Catherine Vautrin et Yannick Neuder ont souhaité effectivement qu'une mission IGAS soit conduite sur la bonne réalisation des missions de Santé publique France 10 ans après leur création. Et cette mission a été lancée il y a de ça quelques semaines. Voilà ce que je voulais partager peut-être en introduction. Ce qui est certain, c'est que exercer la tutelle d'agences sanitaires dans un paysage, comme vous avez dit, Monsieur le Président, qui est particulièrement complexe et quelque chose qui doit justifier qu'on modernise notre approche de manière régulière. Il y a des questions très simples, mais qui, pour le coup, je suis médecin de santé publique, donc j'ai fait mes études sur ces sujets-là, ne sont pas forcément évidents. Qu'est-ce qu'on attend de l'État en matière de santé? Qu'est-ce qu'on attend d'une agence sanitaire en matière de santé? C'est des questions qui, pour celles et ceux qui sont dans la salle et nous regardent à distance, peuvent paraître très simples, mais au fur et à mesure des années, en fait, ces questions-là se sont distendues. Et oui, il y a certaines missions aujourd'hui mises en œuvre dans des agences qui pourraient, à un moment ou à un autre, rejoindre le champ de l'État, et à l'inverse, des missions qui sont aujourd'hui réalisées par l'État qui pourraient, dans un monde peut-être plus intégré, soit être faites totalement déconcentrées. Je pense effectivement à des missions qui n'ont peut-être pas plus leur place au niveau national et qui pourraient trouver leur place dans les agences régionales de santé ou trouver la place dans les opérateurs. Dans tous les cas, et c'est mon message de fin, oui, il y a des synergies à trouver. J'ai bien lu avec attention, et nous vous l'adresserons après cette audition, vos questions concernant certaines agences. Il faut plus de synergie entre la Haute Autorité de Santé et l'Agence nationale de la sécurité du médicament dans le champ du médicament. Il faut plus de synergie entre Santé publique France et l'ANSES dans le champ de la surveillance, parce qu'effectivement, la surveillance animale ou la surveillance humaine, typiquement quand on parle de grippe aviaire, ça nécessite d'être plus intégré. C'est le cas aujourd'hui. Je pourrais répondre à toutes vos questions, mais on ne part pas du tout de zéro, mais on peut toujours aller un cran plus loin. Et bien évidemment, j'en prends ma propre part de responsabilité en matière de gestion de crise. J'ai cité Santé publique France, qui est un opérateur de gestion de crise. Nous avons moi-même, au sein de la Direction générale de la santé, un centre de crise sanitaire. C'est certain qu'il y a des synergies, voire des mutualisations, voire des versions plus intégrées à trouver sur ces sujets-là. Voilà pour ces propos liminaires, mesdames, messieurs les sénatrices et sénateurs. Merci. Avant de passer la parole à Denis Robin, Madame la rapporteure a 2 petites questions vous concernant. Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, 2 questions assez précises. Vous avez mentionné un comité d'animation des agences. Je souhaitais savoir s'il s'agit d'un document de portée nationale et interministérielle ou si c'est un document propre au ministère de la Santé. Et juste, peut-être que vous puissiez nous préciser les missions que vous avez en tête quand vous dites que certaines pourraient être faites de manière déconcentrée. Est-ce que vous pouvez expliciter un peu plus ce propos ? Alors sur le premier point, le comité d'animation des agences sanitaires, non, c'est un comité qui trouve sa place dans le Code de la santé publique. D'ailleurs, dans les mesures de simplification, je le dis aussi, si on cherche des comités à supprimer, celui-ci peut être supprimé parce que je pense que ça n'a pas sa place dans la loi et que c'est pas parce que c'est dans la loi qu'on le fait forcément. Mais là, c'est vraiment une réunion des directeurs d'agence avec pour objectif l'animation et la mutualisation et l'animation de la réflexion. En l'espèce, c'est le directeur général de la santé qui réunit une fois par mois tous les directeurs généraux d'agences sanitaires, donc que j'ai cité, mais qui n'a pas de portée interministérielle. Ça a été mis dans la loi à un moment où on voulait sécuriser cette coordination. Je pense qu'aujourd'hui, en termes purement d'animation, ça n'a pas besoin d'un vecteur législatif. La deuxième question qui est sur les missions qui pourraient être, qui aujourd'hui sont faites au national et qui demain pourraient être faites à un niveau régional. Pour répondre précisément à cette question-là, ça nécessiterait sans doute beaucoup de développement. Mais quand et Denis Robin peut totalement dans son propos me contredire, mais je pense que ce qui est important d'un point de vue national,
c'est qu'on fixe une cible à atteindre. Par exemple, si je parle de la vaccination ou je parle du dépistage, qu'on se dise effectivement, il faut que sur la couverture vaccinale contre la grippe, je donne un exemple qui est très contemporain, il faut que l'année prochaine, sur les professionnels de santé ou sur la population âgée de plus de 65 ans, on ait, je ne vais pas m'engager sur des chiffres aujourd'hui, mais un pourcentage. Et après, effectivement, c'est aux agences régionales de santé, par les moyens qui sont les leurs, de les mettre en œuvre. Je pense qu'effectivement, on fait très attention à ce que notre politique ne soit pas non plus créatrice que de normes et d'instructions pour les agences régionales de santé, parce que ce n'est pas dans cet esprit-là qu'elle a été créée. Et donc, en fait, on peut prendre plein de missions de la Direction générale de la santé. On pourrait très bien se dire en administration centrale, il faut fixer les objectifs à atteindre, fixer les grands leviers de l'action, et après, par contre, la déclinaison, c'est vraiment à chaque agence régionale de santé de le mettre en œuvre. Et je vais vous donner un exemple très concret qui met en place qui peut pointer la tension entre le propos que je viens de dire et la réalité de ce qu'on fait dans nos administrations. Il a été décidé l'année dernière, et c'est une bonne chose, que dans tous les collèges de France soit mis en place une campagne de vaccination pour protéger les jeunes femmes et les jeunes garçons de 11 ans contre le virus HPV. On peut fixer un objectif de vaccination ou de couverture la première année, 30-40%. Bon, on pourrait se limiter à ça. La réalité derrière, c'est que systématiquement, et c'est vrai dans tous les champs de l'action publique, les agences régionales de santé ont besoin d'orientation. Nous, administration, on a envie de bien cadrer les choses sur certaines politiques, et que je pense qu'entre les deux, il y a un juste milieu. Et donc, c'est ça que j'essaye d'expliquer. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi au ministère de la Santé à un moment ou à un autre où on faisait des circulaires qui étaient très fermés. On expliquait aux agences régionales de santé, qui n'étaient pas les ARS à l'époque, comment elles devaient fonctionner. Je pense qu'aujourd'hui, il faut effectivement plutôt aller sur des politiques de résultats et laisser la manière de développer les moyens aux acteurs de proximité ou avec un principe de subsidiarité qui est fort, parce que je ne prétends pas, de mon bureau avenue du Ken, savoir comment fonctionne chaque territoire de France. Très bien. Monsieur Robin. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, vous avez souhaité m'entendre en tant que président du Collège des directeurs généraux d'agences régionales de santé. Ce collège n'a pas d'existence juridique. C'est une coordination de fait qui a été créée entre les directeurs généraux pour faciliter les prises de contact, notamment avec nos autorités politiques ministérielles, et pour rationaliser le travail entre nous. Mais je n'ai évidemment aucune responsabilité hiérarchique vis-à-vis de mes collègues directeurs généraux. Pour ma part, je suis actuellement directeur général de l'ARS Île-de-France et auparavant, j'étais directeur général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur. En fait, moi, je ne suis pas comme le directeur général de la Santé, je ne suis pas un produit du ministère de la Santé, puisque je ne suis pas médecin, je ne suis pas directeur d'hôpital, je ne suis pas inspecteur des affaires sanitaires, je suis préfet, ce qui est inattendu dans la communauté des directeurs généraux d'ARS. J'ai fait toute ma carrière au ministère de l'Intérieur comme préfet. J'ai été préfet de Mayotte, préfet du Pas-de-Calais. J'ai terminé ma carrière au ministère en tant que secrétaire général du ministère de l'Intérieur, qui est, comme vous l'avez dit, je crois, la préfète Bernadette Malgorn, lorsque vous l'aviez auditionné, un peu le chef de corps préfectoral au sein du ministère. Et ensuite, j'ai souhaité diversifier mon parcours. J'ai pendant 4 années environ été secrétaire général de la mer auprès du Premier ministre, et j'ai fait le choix de rejoindre la communauté de santé au ministère de la Santé pour exercer ces fonctions de directeur général d'ARS qui à la fois me permettaient de retrouver une activité de terrain que j'avais beaucoup aimée dans ma carrière, dans un autre domaine, avec d'autres outils, sur d'autres priorités, et de découvrir une nouvelle façon de travailler au sein de l'État. C'est donc avec 2 casquettes successives que je peux répondre aux questions que vous m'avez posées, Monsieur le Président, en rajoutant d'ailleurs une petite 3e casquette qui n'a pas duré très longtemps, mais au moment du premier déconfinement du Covid, le Premier ministre Édouard Philippe m'avait demandé de créer le centre de crise sanitaire pour accompagner le déconfinement et faire en sorte que cette pensée sur le déconfinement ne soit pas que sanitaire, et ne soit pas que portée par des autorités sanitaires, mais qu'elle fasse bien appel à toutes les compétences interministérielles et qu'elle prenne bien en compte toutes les composantes de la vie économique, sociale, etc. À partir de ce moment. J'ai créé et dirigé ce centre de crise pendant environ 7-8 mois jusqu'à la fin de l'année 2020.
Alors, pour répondre à vos questions, Monsieur le Président, d'abord, moi, j'avais envie... Je suis évidemment attentif à l'actualité, aux commentaires et aux débats que je peux écouter dans les deux chambres. Et je vois bien que la question du modèle des agences régionales de santé est encore aujourd'hui régulièrement réinterrogée. Et le fait que cette compétence territoriale s'exerce sous forme d'une agence fait encore l'objet d'interrogations. Du coup, le point de départ de ma réflexion, c'est de se dire qu'est-ce que le législateur souhaitait faire dans la loi HPST du 21 juillet 2009 avec la création de ces agences. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'on est au rendez-vous ou pas? Ça me permettra, Monsieur le Président, de répondre à vos questions, vos 2-3 questions. Première volonté du législateur, c'était de mettre fin à une rupture entre des segments de la politique de santé sur le territoire pour avoir une politique inclusive de santé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Premièrement, le point de départ, d'avoir une réflexion sur la promotion et la prévention de la santé et d'en faire le socle de nos politiques, avec tout le volet de santé-environnement que nous cherchons à développer aujourd'hui. D'y rajouter ensuite le deuxième segment qui était un peu séparé du premier, qui était même totalement séparé du premier, avec toutes les composantes de l'offre de soins. L'offre de soins hospitalière dans ces trois composantes, publiques, privées non lucratifs et privés lucratifs. L'offre de soins de ville, qui était très coupée dans sa gestion de l'offre hospitalière à cette époque. Et puis, troisièmement, de rajouter à toutes ces composantes le volet médico-social, qui était traité complètement différemment avant la création des ARS, dans une relation entre les DRAS ou les DAS et les conseils départementaux, qui s'appelaient encore généraux à l'époque, et de rajouter enfin le dernier volet qui était plutôt exercé par l'autorité préfectorale, mais de façon, je peux en témoigner puisque j'étais préfet à l'époque, de façon un peu éloignée de toutes les politiques de prévention, de promotion de la santé, qui était la veille sanitaire et la gestion de crise. Et l'ensemble de ces compétences se sont retrouvées dans un segment unique piloté au niveau régional par les agences régionales de santé, avec tous les partenaires, évidemment. D'où deuxième volonté du législateur, qui est la compétence de l'intégration de ces politiques, c'est la simplification du panorama des acteurs politiques de santé sur un territoire. Il y avait auparavant les agences régionales de l'hospitalisation, les directions régionales de l'action sanitaire et sociale, les directions départementales de l'action sanitaire et sociale, les groupements régionaux de santé publique, les maisons régionales de santé, l'assurance maladie, l'autorité préfectorale qui avait certaines compétences, et puis les collectivités territoriales, bien sûr, qui avaient elles-mêmes leurs compétences, notamment en matière médico-sociale. On dénombre environ 9 acteurs sur les territoires régionaux qui portaient chacune un segment de la politique de santé. Et de ces 9 acteurs, nous avons aujourd'hui un pilote qui s'appelle l'Agence régionale de santé, qui noue les partenariats nécessaires, mais en tout cas, qui a remplacé de nombreux acteurs. La troisième conséquence voulue par le législateur de cette situation, c'est que ça nous a permis, vous l'avez cité, Monsieur le Président, de rapprocher les financeurs des décideurs, puisque la politique de santé était très largement financée par l'assurance maladie, avec une multiplicité de décideurs administratifs ou institutionnels en face. La création des agences régionales de santé avait pour ambition de transférer à ce décideur, pas unique, il ne faut pas exagérer, mais un peu référent sur le territoire, les financements correspondant à sa politique. Et c'est ce qui a été fait, puisque aujourd'hui, les agences régionales des centres de santé gèrent des budgets, notamment les budgets d'intervention, notamment le fonds d'intervention régional, le FIR, que vous connaissez bien sur les territoires, est alimenté à la fois par des crédits de l'État ministériel, par des crédits très majoritaires de l'assurance maladie et, depuis quelque temps, par la 5e branche de la sécurité sociale, par la CNSA, la Caisse nationale de l'autonomie. Donc, la création des ARS a permis de créer un acteur d'une politique inclusive, d'une politique coordonnée qui aborde tous les segments de la politique de santé en lui donnant en plus les moyens de cette politique. Deuxième sujet,
du coup, pourquoi est-ce qu'au moment où on a fait le choix de recourir à une agence, c'est-à-dire en fait à un établissement public, puisque chaque agence régionale de santé est un établissement public national. Alors, est-ce que à cette époque-là, il y avait un effet de mode pour les agences? Possible, je ne saurais pas répondre à cette question, mais c'est certainement pas la réponse la plus pertinente. La réponse la plus pertinente, c'est que en créant cet acteur référent sur les territoires et en voulant lui donner des moyens fongibles d'origine diverses, ministérielles et non ministérielles, il fallait créer la structure administrative et financière capable de le gérer. Et l'administration traditionnelle de l'État, enserrée dans ses programmes et dans ses BOP, que j'ai bien connus comme secrétaire général du ministère de l'Intérieur, n'avait pas l'agilité nécessaire pour gérer de façon fongible des crédits de l'assurance maladie, de la CNSA et des crédits ministériels. Et du coup, le choix a été fait d'avoir recours à cette formule d'agence pour donner tout son plein effet à l'agilité que l'on recherchait. Alors moi, je voudrais insister sur un point, c'est que l'autonomie qui est dans les gènes de l'agence, de l'établissement public, ne s'exerce pas de la même façon pour ce qui concerne les agences régionales de santé, qu'il s'agisse de la définition des missions et de nos priorités et de ce qui concerne la façon dont on va les atteindre et donc la façon dont on va mettre en œuvre les politiques qui nous sont confiées. S'agissant des politiques que nous portons, des objectifs qui nous sont fixés, ils sont très enserrés par un réseau de dispositions législatives réglementaires que j'ai rarement connu dans ma carrière professionnelle, notamment quand j'étais préfet. Nous gérons un domaine normé, parfois un peu à l'excès, pour tout dire. Mais comme il s'agit du domaine de la santé, de la vie, de la mort des concitoyens, ça ne me paraît pas anormal sur le plan des principes. Mais en tout cas, les ARS, parce qu'elles sont agences, n'ont pas la liberté, évidemment, du cadre national dans lequel elles vont intervenir. Deuxième point important, point important quand même, il faut relativiser un petit peu selon les secteurs. On a des domaines dans lesquels la normalisation va très très loin. C'est le cas de toutes les autorisations d'activité, par exemple. C'est tout le domaine de la pharmacie. Moi, je suis fréquemment en contact avec des élus de terrain qui aimeraient que l'ARS autorise, transfère des pharmacies et de ça. Mais nous sommes enserrés par un ensemble de règles nationales d'une telle précision que notre action est très contrainte sur ces sujets-là. Le deuxième sujet, qui est moins visible que des dispositions législatives ou réglementaires, mais qui pèse lourd dans la définition des priorités de l'action d'une ARS, c'est l'ensemble de ce qu'on appelle, pour faire simple, les sociétés savantes. Alors, les sociétés savantes, ça peut être des agences nationales pilotées par le docteur Emery, mais ça peut être aussi d'autres structures comme la Haute Autorité de Santé, etc., qui rendent des avis qui s'imposent de fait aux agences régionales de santé, qui peuvent éventuellement les adapter au territoire, mais enfin, qui sont malgré tout des lignes directrices, notamment sur la sécurité et la qualité des soins, auxquelles aucune agence régionale de santé ne dérogera. Autre point sur cette question des missions très enserrées des ARS, c'est qu'il existe une tutelle qui est très exercée par nos autorités ministérielles. Donc les ARS sont placées sous la tutelle des différents ministères composant les ministères sociaux. Donc aujourd'hui, Catherine Vautrin, Yannick Neuder et Charlotte Parmentier-Lecoq. Cette tutelle s'exerce de différentes façons. D'abord, chaque ARS, en tant qu'agence, dispose d'un CEPOM, donc d'un contrat d'objectifs moyens, qui est très suivi par les ministères. Chaque année, nous avons une réunion, un comité stratégique avec l'ensemble des directeurs du ministère, piloté par le secrétaire général du ministère et chaque ARS pour faire le point sur l'avancée de son CEPOM. Donc nous sommes très suivis par le niveau ministériel. En plus de ces CEPOM, chaque directeur général reçoit chaque année une lettre de mission
signé des 3 ministres que j'ai cités et qui détermine une part de rémunération des directeurs généraux. Et puis, comme le signalait le directeur général de la Santé, le ministère a inventé aussi une autre forme de tutelle assez moderne, agile et intelligente, me semble-t-il. Ce sont les séminaires mensuels des directeurs généraux d'ARS. Donc tous les mois, tout l'ensemble des directeurs généraux sont reçus par les 3 ministres ou leur cabinet, par le secrétaire général du ministère et par chacun des directeurs généraux des ministères pour bien caler les politiques que nous portons, les résultats que nous obtenons et pour avoir les consignes. Donc sur le plan des missions, contrairement à l'idée qu'on a traditionnellement d'une agence qui est assez libre d'inventer ses missions ou de les adapter, les ARS sont quand même très contraintes par un ensemble de règles. Par contre, les ARS utilisent à fond, me semble-t-il, leur agilité administrative et financière, grâce notamment au fonds d'intervention régional, qui est totalement fongible à la main des directeurs généraux et qui permet d'adapter au territoire, aux partenariats, aux attentes des uns des autres, aux opérateurs qui sont présents dans une région et pas forcément dans une autre, d'adapter la façon de mettre en œuvre les politiques et de s'appuyer selon les territoires sur tel ou tel acteur, telle collectivité, tel opérateur, telle fondation, telle association ou tel établissement hospitalier. Dernier point introductif et qui répondra plus directement à vos questions, Monsieur le Président, j'ai essayé de réfléchir à l'impact de la création des agences régionales de santé sur leur environnement institutionnel et administratif régional. Le premier impact qui me paraît important, ça a été l'impact auprès des professionnels de santé. Je crois me souvenir, même si à l'époque j'étais du côté préfectoral, que la création des ARS en 2019 avait suscité des craintes chez certains professionnels, notamment chez les directeurs d'hôpitaux, qui ne voyaient pas forcément d'un très bon œil l'arrivée de cette tutelle, surtout d'une tutelle qui englobait l'ensemble du segment de soins. Aujourd'hui, je crois pouvoir dire, alors il y aura sans doute des exceptions, mais je crois pouvoir dire que cette tutelle a été bien comprise et notamment les professionnels ont bien compris l'intérêt majeur qu'il y a pour eux à pouvoir travailler avec une agence qui bénéficie de crédits venant de l'État, de l'assurance maladie ou de la CNSA de façon totalement fongible et décidée localement sans être obligé de redemander en permanence au ministère des transferts de crédits d'un programme à un autre, etc. Et ça donne une agilité, une efficacité, une rapidité dans la décision qui est très, très intéressante. Deuxième élément de comparaison, la relation avec le corps préfectoral. La relation était difficile, tendue, compliquée et pour tout dire, pas très confiante au moment de la création des ARS. Et je l'ai vécu en étant moi-même préfet, parce que les préfets vivaient mal la création d'un décideur nouveau sur le territoire qui n'était pas placé sous leur autorité hiérarchique directe. Cette période de tension se traduisait dans des choses qu'on n'imagine plus aujourd'hui. Par exemple, à l'époque, il n'était pas envisageable. Le directeur général de l'ARS participait au CAR, à la conférence administrative régionale du préfet de région, que s'il avait un point d'intervention. Sinon, il ne venait pas écouter les autres interlocuteurs. Les directeurs départementaux de l'ARS ne participaient aux réunions des chefs de service de préfet que très exceptionnellement, s'il y avait vraiment un sujet qui les concernait à l'ordre du jour. Tout ça est totalement révolu. Je participe à toutes les conférences administratives régionales du préfet de région, que j'y ai des sujets ou pas. Et tous mes collègues font évidemment la même chose. Tous mes directeurs départementaux participent aux réunions des chefs de services départementaux autour du préfet de département toutes les semaines, qu'ils aient des sujets ou qu'ils n'en aient pas. Donc l'ARS est totalement intégrée dans les instances de dialogue animées par le préfet de région ou le préfet de département pour assurer la communauté de vue des services de l'État. Deuxième sujet, les préfets ont malgré tout conservé, on oublie de le dire, mais conservé des compétences en matière sanitaire.
Ils sont responsables de la police de l'hygiène publique et à ce titre, ils ont des compétences. Et la loi elle-même, le Code de la santé publique, organise la relation entre le préfet dans ses compétences sanitaires et l'ARS. Il est dit clairement par le Code de la santé publique que l'ARS a le devoir d'information du préfet et des élus concernés chaque fois que l'ARS identifie un risque sanitaire particulier dans un territoire. Deuxièmement, si ce risque sanitaire est susceptible de générer des troubles à l'ordre public, les moyens de l'agence régionale de santé sont mis à la disposition du préfet pour piloter la lutte contre ces troubles à l'ordre public. Si on bascule même en gestion de crise, l'ensemble des moyens de l'agence passe sous l'autorité du préfet pour ce qui concerne la gestion de crise. Tout ça est écrit, tout ça est dit, et tout cela fonctionne. Le docteur Emery a évoqué tout à l'heure la question des Jeux olympiques de Paris. Pendant toute cette période, l'ensemble des moyens de l'Agence régionale de santé étaient à la disposition du préfet de police et des préfets de département pour assurer le respect de l'ordre public sanitaire à l'occasion des Jeux olympiques. Donc je pense qu'aujourd'hui, la forme de l'agence n'est plus vraiment un sujet dans la relation avec le corps préfectoral. Les sujets sur lesquels nous n'avons pas le droit, absolument pas le droit, d'avoir des vues discordantes ont été traités par la loi, par les textes, mais aussi par la pratique. Et dernière petite remarque que je ferai, parce que je crois que, Monsieur le Président, vous allez bientôt rencontrer les services de l'État d'un département d'Île-de-France autour du préfet. Je ne suis pas complètement certain que la situation soit très très différente de la relation entre les recteurs et les préfets, des DRFIP et des préfets, alors qu'il s'agit de services parfaitement classiques qui ne sont pas des agences, des services de l'État. Et je ne pense pas que les ARS soient dans une situation spécifiquement différente. Dernier point, dernière relation d'acteurs, ce sont tous les partenaires locaux, les collectivités territoriales et les élus. C'est, me semble-t-il, là où il y a le plus de transformation encore à réaliser dans les agences. Au moment du congrès des maires, il y a un sondage qui avait été réalisé par Ipsos qui demandait aux maires s'ils connaissaient un peu ce qu'ils connaissaient des agences, s'ils connaissaient les missions des agences, ce qu'ils pensaient des agences. 86% des maires ont interrogé connaissaient les missions des ARS. 73% des maires ont dit avoir une bonne image des ARS, qui, dans le contexte actuel, était une divine surprise pour les ARS. Mais il y avait quand même des points plus sombres. 60% des maires avaient le sentiment que les ARS restaient des structures trop éloignées de leur commune. 45% des maires souhaitaient que les ARS leur communiquent beaucoup plus systématiquement des éléments de communication permettant d'améliorer leur dialogue avec leurs concitoyens dans leur commune. Et 46% des maires sollicitaient plus de transparence et de pédagogie sur la réglementation et les obligations des élus en matière de politique publique de santé. Donc j'en ai conclu que nous avions un vrai sujet d'incarnation de nos politiques sur les territoires, et notamment au niveau départemental et communal, que les ARS étaient, au bout de 15 ans, peut-être restées des structures beaucoup trop régionales et des structures d'expertise. Et donc c'est cette transformation qui est en cours. Alors pour ce qui concerne l'Île-de-France, elle prend plusieurs moyens. J'ai décidé de renforcer très fortement les directions départementales de l'ARS, y compris en matière financière, puisque j'ai délégué à partir de 2025 une part de mon fonds d'intervention régionale à mes directeurs départementaux pour qu'ils puissent nouer des partenariats à leur niveau de façon réactive, rapide, immédiate et sous leur responsabilité dans le dialogue qu'ils entretiennent avec leurs acteurs. Très bien, merci messieurs. Je passe la parole à Madame le rapporteur. Merci. Je vais poursuivre sur la question des ARS. J'ai vu que ça a suscité, que vos propos suscitaient des soubresauts parmi mes collègues. Donc après, je pense que ce sera bien de rester sur le sujet des ARS. J'ai d'autres questions qui concernent les autres agences. Juste peut-être revenir sur la relation ARS-préfet, puisqu'on a entendu quand même un certain nombre de critiques dans nos premières auditions, notamment sur la gestion de la crise sanitaire et sur le sentiment qu'avaient pu avoir des préfets de département que l'ARS était un peu au courant de rien et il y avait un problème de remontée
de remontée d'informations. Donc vous nous dites qu'aujourd'hui, pour vous, cette question de la relation entre les ARS et le préfet n'en est plus une. Si jamais on conservait ce schéma des ARS telles qu'elles existent, est-ce qu'il vous paraîtrait opportun de prévoir que, par exemple, les directeurs départementaux soient directement sous la tutelle du préfet de département? C'est ma première question. On a cru aussi comprendre dans ces premières auditions que finalement, les effectifs départementaux des ARS étaient quand même assez réduits. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager d'avoir une fusion avec les départements qui finalement portent la politique sociale au lieu d'avoir, et d'ailleurs vous l'avez dit un peu après dans vos propos, vous avez des partenariats qui peuvent être forts avec les collectivités et vous venez les aider à cofinancer. Donc finalement, pourquoi est-ce qu'on a deux bâtiments avec des personnes qui font peu ou prou la même chose, alors peut-être pas avec les mêmes pouvoirs, mais on ne s'interdit rien dans cette commission. Donc voilà, comment est-ce que vous verriez cette possible réorganisation? Petite contrainte, on termine à 17h30, on a 3 quarts d'heure. De façon à ce que chacune et chacun puisse poser ses questions. On va essayer de faire des réponses relativement courtes, mais évidemment, il faut qu'on aille au fond des sujets. Alors, sur la question de la relation avec les préfets, le point de départ de la crise sanitaire que nous avons vécue. Moi, je pense que, j'ai vécu ça en tant que responsable du centre de crise nationale Covid. C'est que, disons les choses, les ARS faisaient avec les informations qui leur étaient données, qui leur étaient transmises. Et heureusement que chaque ARS n'a pas inventé localement, régionalement, une solution ou un diagnostic ou des idées, etc. Et que je pense que là, je me mets à la place des collègues préfets qui avaient besoin de certitudes, etc. Personne à l'époque n'était capable de leur donner ces certitudes-là. Donc c'était un inconfort pour eux comme c'était un inconfort pour tout le monde. Et je pense qu'on a beaucoup amélioré les choses avec l'initiative qui avait été prise par le Premier ministre à l'époque, qui était de dire il ne faut plus que le centre de crise ne soit qu'un centre de crise sanitaire, il faut le rendre interministériel pour que l'ensemble des réseaux de l'État, les préfets, les ARS, les rectorats, etc., soient irrigués par les connaissances telles qu'on les avait et par la politique du gouvernement. Et c'est comme ça que progressivement on a pu traiter les choses. Donc on n'espère évidemment pas revivre une crise de cette ampleur, mais enfin si c'était le cas, je pense que maintenant on aurait de meilleurs réflexes plus rapides pour faire en sorte que l'ensemble des réseaux territoriaux soient bien alimentés de ces informations-là. Deuxièmement, moi je dis pas qu'il n'y aura pas de problème entre les préfets et les ARS. Après, il peut toujours y avoir des... Mais je pense que les problèmes se situeront plutôt au niveau des personnes. Malheureusement, c'est un sujet qu'on rencontre dans tous les domaines, comme il peut y avoir entre un préfet de région, un préfet de département. Mais donc, ça ne se traite pas de façon institutionnelle. Sur les directions départementales, est-ce qu'on peut les mettre sous la tutelle des préfets? Je ne sais pas. Tout dépend ce que veut dire la tutelle des préfets. Ce sont les agents d'une agence régionale dont je suis le directeur et ils sont placés sous ma responsabilité. Mais je considère déjà qu'aujourd'hui, dans la mise en œuvre de leur action au quotidien, ils sont déjà très en phase, très en lien avec l'autorité préfectorale et que d'ailleurs, ils exercent un certain nombre de compétences par délégation des préfets. J'aurais dû le dire dans mon propos. Par exemple, tout ce qui est la lutte contre l'habitat indigne, qui est une compétence très, très importante en Île-de-France, tout ce qui est le suivi de la radicalisation, mes directions départementales sont intégrées dans des instances pilotées par les préfets qui fixent la ligne, qui fixent les objectifs et nous y participons pleinement. Est-ce qu'on peut aller vers un transfert des directions départementales vers les collectivités départementales? Alors là, c'est un tout autre choix. C'est le choix de la décentralisation. Donc ça, moi, je ne vais pas me prononcer sur une orientation politique très, très différente. Là où j'attire l'attention, c'est qu'aujourd'hui, les départements, comme vous le rappelez, Madame la rapporteure, sont très mobilisés, sont dans les politiques sociales et copartagent avec nous toute la relation avec le médico-social. Donc, pour faire simple, les EHPAD et toute la politique des personnes vivant avec un handicap.
aller vers une décentralisation et transférer ces compétences de l'État vers les collectivités départementales est un choix politique qui appartient au gouvernement et au Parlement. Mais juste peut-être pour que vous nous appelez à préciser votre réponse, parce qu'effectivement, le choix politique appartient. Mais moi, ce que j'aurais voulu entendre de votre part, c'est si jamais il y avait des obstacles techniques à ce transfert ou des mises en garde que vous souhaiteriez faire sur le fait que la politique pourrait être demain moins efficace du seul fait de ce transfert. J'entends bien qu'effectivement, vous n'avez pas à dire que c'est mieux, mais c'est voilà, concrètement, si jamais on... Ok, alors j'en vois un. C'est que le médico-social est devenu un segment à part entière de notre politique de santé, alors que jusqu'à présent, il était traité un peu différemment. Et justement, le fait que les ARS s'en emparent a permis cette inclusion. Le fait que demain, nous savons tous que demain, les EHPAD vont devenir de plus en plus des structures d'aval de l'hôpital. Nous savons que de plus en plus, les EHPAD devront être médicalisés parce qu'ils accueilleront des personnes de plus en plus tard, mais avec des situations de santé de plus en plus dégradées. Et donc, l'intégration entre l'offre de soins sanitaires, l'offre sanitaire et l'offre médico-sociale me paraît absolument indispensable si on veut préparer cette évolution et si on veut préparer le décloisonnement. Et le transfert du médico-social à la collectivité départementale dans un pôle social qui aurait sa correspondance couperait, casserait, me semble-t-il, cette intégration du médico-social dont on va vraiment avoir besoin pour conduire nos politiques sanitaires. Hervé Moret a une question. Je pense que c'est sur les ARS, j'imagine. Pas seulement. Principalement, mais pas seulement. Merci, Monsieur le Président. Moi, ce qui m'a beaucoup étonné en entendant Monsieur Emery et Monsieur Robin, c'est que vous avez l'un et l'autre dit que vous aviez à cœur de vérifier si votre action est conforme à l'objectif de la loi. Alors, ça me paraît tout à fait normal, mais à aucun moment vous avez dit que parfois vous vous interrogiez sur le fait de savoir si votre action était conforme et optimale par rapport aux besoins d'aujourd'hui, et pas par rapport à des textes législatifs qui, pour certains, notamment les ARS, ont 15 ans. Et ça, je trouve ça assez fascinant. Et moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est que vous puissiez, l'un et l'autre, dresser un bilan de la création à la fois des agences qui sont sous l'autorité de la Direction générale de la santé et des ARS, que vous puissiez nous dire concrètement, ça a apporté ça. Concrètement, ça a coûté ça, parce qu'on a créé beaucoup de postes. Je ne suis pas certain qu'en face, on en ait supprimé ni dans les départements, comme le disait la rapporteure, ni dans les services de l'État. Voilà, donc je vais ressortir de cette salle, sauf à ce que les réponses aux questions me retirent une éventuelle frustration, en me disant finalement, j'ai rien appris sur l'utilité, l'intérêt de ces agences, l'éventualité de les regrouper, d'en supprimer, d'en fusionner. Donc je reste vraiment sur ma faim, je suis désolé de vous le dire, par rapport à vos propos. Et puis pour terminer, pour ne pas être trop long, par rapport aux ARS, vous avez, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, évoqué les contacts qui avaient lieu régulièrement dans les ministères, etc. Là où il y a vraiment une marge de progression, c'est avec les élus et pas seulement locaux, parce que vous avez parlé des élus locaux. Il y a aussi une catégorie qui s'appelle les élus nationaux. Je rencontre rarement, mais je serais peut-être démenti, un sénateur heureux de son ARS. C'est pas une question de personne, hein, c'est une question de structure, parce qu'on a tous eu toute une série d'ARS dans nos départements, et c'est quand même assez unanime. J'ai rien à dire de l'actuel ARS, je l'ai toujours pas rencontré au bout de 18 mois de présence, donc j'ai pas d'avis sur sa personne. Peut-être sur votre première interpellation sur le fait qu'on n'ait pas évoqué les besoins auxquels on répond. Premièrement, on a la chance dans le système de santé d'avoir un PLFSS chaque année que vous examinez, si bien que beaucoup des missions, en fait, que ce soit de nos directions, de nos agences sanitaires, évoluent au gré du PLFSS. Si bien que, effectivement, vous votez chaque année de nouvelles missions pour les agences, vous votez chaque année de nouveaux moyens pour les agences au titre du 6e sous-objectif. Donc, en fait, je répondais d'abord à votre question sur est-ce qu'il y a un écart. Donc, effectivement, quand dans un projet de loi, vous avez des évolutions de missions sur les agences que j'ai citées sanitaires, c'est bien précisément parce que on considère qu'il faut les faire évoluer. Donc, on a un réseau d'agences qui n'est pas figé dans le temps. Sur les évaluations, c'est là où je m'inscris en faux par rapport à vos propos.
Premièrement, tous les COP sont évalués soit par l'inspection générale des affaires sociales, soit font l'objet d'un rapport de la Cour des comptes. Donc j'ai transmis à la commission, où je vais transmettre, j'ai un petit doute, il y a beaucoup de commissions en ce moment, je pense que je vais transmettre à votre commission l'ensemble, par exemple, des contrats d'objectifs et performance. Les contrats d'objectifs et performance, c'est très concret. L'Agence nationale de sécurité du médicament, c'est la réduction du nombre de pénuries. L'Institut national du cancer, c'est le nombre de projets de recherche qu'on va financer pour le cancer ou l'augmentation du dépistage. Ça, c'est de l'évaluation. Quand je dis c'est des objectifs, c'est-à-dire que ces objectifs, dans les COP, alors pour celles et ceux, tous les COP, ils sont structurés j'ai tous les COP des agences qui sont là. On a des objectifs, c'est public sur les sites des agences, donc c'est assez transparent pour celles et ceux qui nous regardent. C'est très transparent pour la représentation nationale. Après, effectivement, vous me demandez aujourd'hui de répondre. J'ai essayé de présenter la différence entre l'Agence de la biomédecine Santé publique France, l'Agence nationale de la sécurité du médicament. Je peux, si on a le temps, agence par agence, vous redire ce que je retiens. Après, je vais prendre un exemple assez simple qui m'occupe au quotidien. En matière de surveillance sanitaire, on a Santé publique France. Qu'est-ce qu'on a sorti de la crise du Covid? On a aujourd'hui une surveillance des eaux usées qui fonctionne, on a une surveillance génomique qui fonctionne, on a une surveillance des dites syndromiques, c'est-à-dire les indicateurs qui remontent des cabinets de médecins qui fonctionnent. On a pour le coup des couvertures vaccinales, et j'ai les chiffres. Donc effectivement, est-ce que la mission de Santé publique France qui était donnée aux décideurs des outils de pilotage pour piloter des dynamiques épidémiques fonctionne? La réponse est sans ambiguïté, oui. Après, dans mon propos, j'ai aussi insisté sur le fait que toutes ces missions-là, il fallait les regarder au regard du contexte et qu'on pouvait aussi se dire que c'est pas parce qu'on souhaite faire évoluer les choses, non pas parce que ça ne fonctionne pas, mais parce qu'il faut aussi les adapter aux nouveaux enjeux. Dans cette salle, si on s'était intéressé à la question il y a 5 ans, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, et que je vous aurais dit c'est quoi la politique Une seule santé, ou si même je fais l'exercice aujourd'hui de vous dire quelle est la politique One Health et les indicateurs de la politique One Health, je suis désolé, mais je pense qu'on peut faire le travail à main levée. Peu de personnes vont me dire effectivement c'est quoi les objectifs de la politique Une seule santé. Il se trouve que la politique Une seule santé, c'est l'imbrication entre la santé animale, la santé environnementale et la santé humaine, et que ça, c'est au fort des différentes crises, que ça soit l'épidémie aviaire, de la crise du Covid, ou effectivement de l'accélération du dérèglement climatique, qu'on a pris conscience de ces enjeux-là. Donc c'est ça mon propos, c'est de se dire effectivement, est-ce que l'ANSES aujourd'hui conduit bien les missions? Votre Sénat, le Sénat examine, vos commissions examinent actuellement les missions de l'ANSES au regard des phytosanitaires. Est-ce que l'ANSES évalue les phytosanitaires? La réponse est à l'essai basique, la réponse est oui. Est-ce qu'elle fait dans des délais suffisants? Dans le cadre du texte qui est présenté au Sénat ou qui a été discuté il n'y a pas longtemps. Voilà. En fait, moi, je veux bien revenir indicateur par indicateur parce que dans chaque COP, je vous assure, hein, c'est pas pour diluer la réponse, dans chaque COP, en fait, il y a un indicateur, il y a un relevé de COP qui est fait à la fin de chaque COP, il y a un relevé mensuel qui est fait, et par ailleurs, il y a l'Inspection générale des affaires sociales qui passe systématiquement pour évaluer les COP, et par ailleurs, il y a la Cour des comptes qui, de manière régulière, vient s'intéresser au financement des agences. Donc, tout ceci, c'est à la fois transparent parce que disponible sur les sites internet des ministères ou des agences, mais mon propos était aussi de se dire qu'on peut toujours adapter notre réseau d'agences. On poursuit avec l'ARS. Oui. Alors, est-ce que cette évolution a permis d'obtenir des résultats? Oui. Enfin, moi, ce qui me frappe beaucoup, si vous voulez, par rapport au schéma initial que j'avais pu voir se construire en étant préfet, je constate qu'on a dépassé beaucoup de difficultés et beaucoup d'obstacles. Et aujourd'hui, on arrive, alors même s'il est encore perfectible, hein, bien entendu, au bout de 15 ans, ce n'est pas très long pour une institution publique. Si on est perfectible, je constate qu'on a créé ce décloisonnement entre les structures, qu'on est capable aujourd'hui de beaucoup mieux gérer l'offre hospitalière en relation avec l'offre de ville sur un territoire, qu'on est beaucoup plus capable qu'on ne le faisait auparavant de réfléchir à l'aval, à l'amont et à l'aval d'une structure hospitalière, et qu'on est capable de financer des actions, de financer des parcours qui n'existaient pas auparavant. Et je trouve que progressivement, on apporte une fluidité dans des réponses qui, si elles n'existeraient pas, nous mettrait dans des blocages et des difficultés bien plus grandes que celles que l'on vit à chaque période de tension estivale ou de période ou de tension hivernale. Donc moi, je crois beaucoup à cette évolution. La relation avec les élus, monsieur le sénateur, comme je vous l'ai dit sans phare dans mon propos, je pense que c'est une des pistes d'évolution majeure pour les ARS dans les années qui viennent, et
qu'elles n'ont peut-être pas été suffisamment attentives à leur relation avec les acteurs du territoire et que si elles ne le font pas, elles continueront à traîner ce boulet d'une structure technocratique lointaine, etc., et mal comprise. Et c'est pour ça que moi, je reste absolument persuadé que pour nourrir le débat sanitaire au niveau territorial, il fallait lui donner des moyens pour construire des partenariats et des actions. D'où la décision que je l'avais prise en Provence-Alpes-Côte d'Azur et je l'ai prise en Île-de-France, de déconcentrer des moyens financiers au niveau départemental pour permettre ce partenariat. Un point que je n'ai pas dit, la dernière réforme des conseils de transformation du conseil de surveillance des ARS en conseil d'administration s'est traduit par l'entrée très importante d'élus au sein des instances de contrôle de l'ARS, puisque maintenant siège au conseil d'administration un sénateur, un député, le président du conseil régional, et dans mon agence, qui est la plus grosse, 3 présidents de conseils départementaux et 4 représentants des maires. Donc vous voyez qu'il y a une représentation élue très importante qui change complètement la tournure des conseils d'administration qui traditionnellement étaient des instances très financières et très comptables, pour tout dire, et qui sont en train de devenir des instances de débat autour des politiques portées par l'ARS. Madame la rapporteure. Oui, non, merci. C'était juste pour revenir sur les propos de Monsieur Gaudin, parce que vous nous avez parlé de One Health, très bon sujet, parce que quand on a créé cette structure, on a créé de nouveau un comité pour la surveiller, si je ne me trompe pas. Il s'agit, je l'ai là, du groupe santé-environnement. Donc finalement, pourquoi est-ce qu'on a dû créer cette entité alors même qu'on avait déjà l'ANSES, qu'on a eu ensuite Santé publique France? C'est un peu en contradiction avec ce que vous nous disiez d'avoir une vision de santé intégrée, un seul. Alors vous allez peut-être me dire que c'est qu'un comité de surveillance qui en fait n'a pas de rôle exécutif et quoi que ce soit, mais enfin voilà, comme notre commission, elle s'intéresse aussi à tout ce qu'on crée comme instance, comme comité, qui certes ne génère pas de coûts en tant que tel, mais enfin, à la fin, quand il y a des agents publics qui vont participer à des comités, il y a quand même un coût. Hein. Alors, sur le GSE, d'abord, c'est une initiative parlementaire. Donc, pour le coup, je renvoie aux parlementaires. Le GSE, et c'est pour le coup la présidente du GSE a été Madame Toutu-Picard, puis Anne-Cécile Violent. Et effectivement, si vous répondez à l'administration, est-ce qu'on a besoin d'un GSE? Moi, je pose la question aux parlementaires. Est-ce que vous avez besoin de groupes d'interface avec les parties prenantes pour discuter entre l'État et vous des sujets santé-environnement? Parce que ce n'est pas une initiative qui est, on va dire, administrative. Je ne botte pas en touche, hein, je ne me permettrai pas... L'objectif du GSE, c'est effectivement de mettre des élus, des représentants des ONG, des représentants de l'État pour définir ensemble une politique publique cohérente en matière, alors je le dis avec mes mots, de santé environnementale. C'est précisément pour éviter que la politique santé environnementale telle que mise en œuvre ou pensée par l'État soit critiquée comme non concertée, hors sol ou déconnectée des réalités. Le GSE, c'est un groupe de concertation. Je le dis, des groupes de concertation, on en a besoin dans plein de domaines. Alors après, là où vous avez raison, c'est est-ce qu'à chaque fois qu'on crée un comité ou qu'on a besoin de faire de la concertation, il faut lui donner un nom, un article dans le code, une composition et fixer par décret sa composition? Alors ma position là-dessus, elle est très claire, non. Et heureusement que les gens arrivent à travailler dans toutes les sphères en dehors de cadres réglementaires. Mais malheureusement, pour faire de la santé publique depuis très longtemps, maintenant, on a souvent, et dans toutes les propositions de loi que je vois passer, on a souvent la création du comité Théodule, de l'instance Théodule, de l'instance de suivi Théodule, et que ça, c'est un travers et un mal français qui est de tout mettre dans de la norme, ce qui pourrait être dans, on va dire, du travail du quotidien. Donc là, sur ce point-là, je vous rejoins pleinement. Bien, on va peut-être prendre deux autres questions. Cédric Vial et Pauline Martin après. Oui, merci, Monsieur le Président. On est ici, l'objectif, c'est de réfléchir à la meilleure organisation pour avoir la meilleure action publique dans certains domaines, et donc, en l'occurrence, le domaine de la santé. Moi, j'ai plusieurs petites questions, mais qui sont liées pour essayer de comprendre l'organisation qui pourrait être la plus efficace. Pour vous, peut-être, Monsieur le Directeur général de la Santé, mais c'est Monsieur Robin qui m'a appelé à réagir sur ce sujet. Vous parliez des pharmacies, de l'installation des pharmacies. Alors moi, je voudrais dire,
j'ai aucun problème de relation avec mon ARS et ça se passe plutôt bien chez moi. Je suis sénateur de la Savoie. Néanmoins, sur les pharmacies, vous en avez parlé. C'est des sujets, effectivement, qu'on a traités à plusieurs reprises aussi au Sénat. Pourquoi? Parce qu'on a un peu des difficultés dans la courroie de transmission avec l'administration. Je fais partie de ceux qui ont insisté un petit peu pour qu'on sorte un décret pour favoriser l'installation des pharmacies en milieu rural. Un décret qui fait suite à une ordonnance de janvier 2018. On a mis 7 ans, quasiment, pour sortir ce projet de décret. Qu'est-ce qui a bloqué, monsieur le directeur général de la santé? Pourquoi on a mis 7 ans à sortir ce décret? Est-ce que c'est le cabinet? Donc c'est une décision politique. Est-ce que c'est l'administration? Est-ce que c'est les lobbies de certaines organisations constituées qui ont empêché pendant 7 ans? Ou est-ce que c'est juste un refus de l'administration de mettre en application la loi? Comment ça s'est passé? Et moi, je me suis félicité que ce décret sorte jusqu'à ce que je le lise et m'aperçoive que ce décret, finalement, empêche l'application de la loi. Est-ce que vous avez un sentiment là-dessus? Et pourquoi on arrive à ce genre de situation? On peut arriver à ce genre de situation. Voilà. Question pour vous, monsieur Robin. Vous parliez de la crise Covid. Moi, je l'ai vécu comme maire à l'époque. On a travaillé en proximité avec les préfets et les ARS. C'est des sujets que j'avais côtoyés dans une autre vie en cabinet ministériel. À l'époque, on a travaillé sur la grippe aviaire. On avait mis en place un certain nombre de protocoles dont à un moment donné, ils s'appliquaient au début de la crise. Et puis finalement, ça s'est arrêté pour avoir une autre organisation. Qui a décidé de ces choix? Parce que, par exemple, c'est l'ARS qui a pris le pilotage de la gestion de crise, alors que c'est le ministère de l'Intérieur, habituellement, qui est plutôt le ministère de la gestion des crises. Ça a eu des conséquences, de mon point de vue. C'est que, notamment, on a eu une vision très hospitalière de la gestion de la crise, qui correspondait peut-être à une approche qui vous était plus familière. On a eu beaucoup de difficultés, certaines collectivités, ou à mettre en place des travaux avec la médecine de ville ou avec les collectivités territoriales. Il a fallu se battre pour qu'on rentre un peu dans les dispositifs. Qui a conduit à ce type de choix? Est-ce que vous les regrettez? Ou est-ce que vous pensiez que c'était les meilleurs choix qui pouvaient être faits à l'époque, avec le recul? Et enfin, c'est ce qui m'a fait réagir avec votre situation sur la gestion future que vous prévoyez des EHPAD. Parce que là, on est bien dans, suivant qui décide ce qui peut se passer, et cette intégration que vous imaginez hospitalière. Moi, j'étais 13 ans président d'un EHPAD de la fonction publique territoriale. Pour en connaître un peu sur le sujet, ce n'est pas forcément les EHPAD hospitaliers aujourd'hui qui sont ni les moins chers, ni qui sont forcément les mieux gérés. Est-ce que cette intégration hospitalière, finalement, n'est pas, là aussi, une résultante de la culture qui est celle des ARS? Et donc, si c'est vous qui pilotez ça, est-ce que on ne prend pas sur chaque politique publique ce risque-là, plutôt que d'avoir une vision plus intégrée dans la société qu'on peut avoir avec une approche un peu plus systémique? Je vous remercie. On prend la question de Pauline Martin. Ouais. Ah oui, impeccable. Merci beaucoup. Alors moi, je vais être un petit peu moins sénatoriale que mes collègues, mais c'est un peu dans mon ADN. Alors j'ai bien compris la tactique, je vais plutôt m'adresser à l'ARS, la tactique qui consiste un petit peu à nous renvoyer la patate chaude. C'est les parlementaires, c'est vous qui avez décidé d'eux ou voté d'eux. Pour moi, une agence, c'est avant tout de l'agilité. Enfin, la création d'une agence, l'ADN d'une agence, c'est de l'agilité et de la flexibilité. Or, dans vos propos, d'ailleurs tous les deux, vous ne faites référence que effectivement aux directives ministérielles, aux lois que les parlementaires ont pu voter. Donc je voudrais quand même que vous nous donniez un tout petit peu votre point de vue sur la nécessité d'avoir une agence, une ARS spécifique plutôt que de rattacher ça à un ministère ou à la direction générale de la santé. Et puis, deuxième chose, il y a un problème quand même prégnant qui est la désertification médicale. Vous parliez de la relation avec les élus locaux. Aucun de nous ne doute que ce sont quand même les élus locaux aujourd'hui qui se sont emparés du problème parce qu'ils sont en contact direct avec la population et que ce sont eux qu'on vient voir quand il n'y a plus de médecins ou quand il n'y a pas de problème, et que le moins qu'on puisse dire, et même si les relations avec les ARS locales sont fort sympathiques, on a quand même toujours
toujours tendance à avoir comme réponse ça va être compliqué, c'est pas possible, et finalement on se sent bien isolé dans cette problématique qui consiste à équiper nos territoires en termes de continuité de soins. Messieurs. Sur la première question, monsieur le sénateur, je ne vais pas pouvoir y répondre parce que la question sur laquelle vous posez sur la pharmacie, comme la question des déserts médicaux, relève de la Direction générale de l'offre de soins. Pour le coup, je ne suis pas en charge des questions d'offre de soins. Donc effectivement, ça ne rentre pas dans la compétence de ma direction, ni l'installation, ni tout ce qui relève de l'offre de soins. Donc je ne peux pas y répondre. Et alors après, je peux vous donner mon point de vue sur ces choses-là, mais il n'importe peu au sens où je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Ce que je sais, pour avoir travaillé pendant longtemps à la Direction générale de l'offre de soins, c'est que la question du maillage territorial ou les indicateurs pour définir le bon maillage territorial est quelque chose qui est particulièrement difficile. Et effectivement, sur la question, alors là, qui m'intéresse cette fois-ci en tant que directeur général de la santé, sur comment les Françaises et les Français arrivent à accéder aux 21 000 officines et s'assurer qu'on n'a pas de zone blanche au sein de notre territoire, c'est finalement des questions qui sont posées de manière régulière, mais quand je dis qu'ils sont posées de manière régulière, qui aussi trouvent des réponses certes dans ce qui ne me regarde pas l'offre de soins, mais aussi des manières que quand on prolonge certaines ordonnances, typiquement, là qui relève de ma compétence, c'est aussi pour permettre effectivement que les personnes qui sont très loin d'une pharmacie n'aient pas à s'y rendre de manière trop régulière. Je vais laisser ensuite Denis... Pardon. Si vous permettez, il me semble, monsieur le directeur, qu'à l'époque, vous étiez conseiller du ministre de 2018 à 2020. Vous n'étiez pas directeur en charge général que des de la questions santé. de santé publique et de sécurité sanitaire. Je n'étais pas en charge des questions d'offre de soins. Donc vous ne savez pas comment ça se passe. Okay. Ah, pour le coup, c'est un conseiller qui est en charge des questions d'offre de soins. J'étais vraiment que en charge des questions de santé publique, sécurité sanitaire. Je vous crois parce que vous êtes sous serment. Exactement. Le deuxième point sur la question de la sécurité sanitaire, avant de laisser Denis Robin répondre, et sur votre question sur le début de la crise du Covid. D'abord, on est 5 ans, quasiment jour pour jour, après le premier confinement. Ce qui est certain, c'est qu'en 5 ans, on a tiré des leçons, on a tiré des enseignements sur la gestion de ce que serait demain une crise équivalente en matière de risques infectieux. La manière de travailler entre les préfets et entre les ARS, on a maintenant des cadres de préparation de l'action de la préparation de nos établissements de santé. Alors, dans le champ santé, c'est effectivement Orsan, dans le champ préfectoral, c'est Orsec, si bien que, effectivement, que ça soit dans le cadre du risque infectieux, dans le cadre d'autres risques dont la menace est présente aujourd'hui, il y a une préparation, une anticipation qui a été mise en œuvre. Et précisément, dans le cadre de la question d'un risque infectieux, hier le Covid, potentiellement une influenza aviaire ou une grippe aviaire, ou demain un autre risque infectieux, ça a été souhaité sous l'égide des premiers ministres. Effectivement, on a un plan pandémie qui maintenant répartit bien la compétence entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur, d'abord au niveau national, ensuite au niveau régional et territorial. Et c'est via la déclinaison, encore une fois, Orsan et Orsec, je m'excuse pour les abréviations, mais qui sont des outils de planification. En gros, c'est savoir qui fait quoi au début d'une crise et à chaque étape d'une crise. Et ça a été normé. Et côté Direction générale de la santé, via la création d'un centre de crise sanitaire en mars dernier, on s'est assuré en amont des Jeux Olympiques que les agences régionales de santé avaient actualisé ou créé les plans Orsan, précisément pour le moment venu pouvoir déclencher les actions le plus rapidement possible. Oui. Monsieur le sénateur, si je vais continuer sur la crise sanitaire, je peux vous dire tel que je l'ai vécu. C'est vrai que le ministère de la gestion de crise dans notre pays est une compétence du Premier ministre qui dirige le centre interministériel de crise et qui peut déléguer sa compétence à un ministre. C'est vrai que compte tenu de la nature des crises que nous avons à gérer, il est assez traditionnel que le Premier ministre délègue sa compétence de pilotage de la crise et de gestion de la sécurité interministérielle de crise au ministre de l'Intérieur. Lorsque nous sommes rentrés dans la crise sanitaire, ce n'est pas ce schéma-là qui a été choisi, ce schéma assez classique, puisque le président de la République a fait le choix de gérer la crise en Conseil de défense, et donc de gérer lui-même directement avec les ministres associés au Conseil de défense cette crise sanitaire au niveau ministériel.
Et c'est sans doute une des difficultés qu'on a rencontrées au début de la crise, c'est que comme nous étions en confinement avec l'arrêt des activités économiques et sociales du pays, il a été considéré que l'animation ensuite territoriale de cette gestion de crise relevait du ministère de la Santé, parce que nous étions clairement dans une crise sanitaire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est au moment où on prépare le premier déconfinement que la question est posée de se dire le pilotage de cette crise ne peut plus être que sanitaire, puisqu'on va devoir traiter de sujets économiques, sociaux, de vie quotidienne des Français, etc. Et c'est à ce moment que le premier que Édouard Philippe m'a demandé d'activer le Centre national de crise, qui était une façon de relooker un peu la cellule interministérielle de crise, pour faire en sorte, comme je vous le disais tout à l'heure, que les informations ne soient plus que sanitaires et adressées exclusivement aux ARS, mais à l'ensemble des réseaux de l'État. Et donc moi j'ai dû prendre mes fonctions à la tête du centre de crise sanitaire début avril, c'est ça, hein, de mémoire, début avril 2020, et à partir de là, je me suis employé à ce qu'il y ait cette diffusion. Et je pense, dans les points sur lesquels nous avons capitalisé, comme dit le docteur Emery, je pense que si on devait revenir vers une gestion de ce type-là, on irait directement vers ça. Et je ne pense pas qu'on aurait une phase de peut-être, je ne veux pas se dire de tâtonnement, parce que le mot serait mal choisi, mais en tout cas d'hésitation. Sur les EHPAD, je me suis très mal fait comprendre, monsieur le sénateur, donc je redis, je ne suis pas un défenseur des EHPAD hospitaliers. Je vous confirme que lors du contrôle, vous savez, le contrôle exhaustif que nous a demandé les ministres sur l'ensemble des EHPAD de nos régions, j'ai essayé de faire un petit contrôle qualitatif pour voir sur plusieurs critères comment se situaient les différents EHPAD en fonction de leur forme, de leur taille, de leur gestion, de leur etc. Et je vous confirme que les EHPAD hospitaliers n'apparaissent pas comme la forme d'avenir de la prise en charge des personnes vieillissantes dans notre pays. Je partage complètement ce point de vue. Mon sujet n'est pas de faire des EHPAD hospitaliers, mais plutôt de voir avec quels moyens médicaux on va assurer une prise en charge médicale des personnes de plus en plus âgées et avec des situations de santé de plus en plus lourdes dans les EHPAD, quel que soit leur statut. Il s'agit d'EHPAD privés lucratifs, d'EHPAD privés non lucratifs, d'EHPAD publics dans tous les cas. Et nous savons qu'aujourd'hui, c'est un des points faibles de nos EHPAD. La désignation de médecins coordonnateurs dans les EHPAD est un sujet extrêmement douloureux sur de nombreux territoires. Et donc, c'est à cela que je faisais allusion et pas du tout à la forme de l'EHPAD. Sur la question agilité, flexibilité, qu'est-ce qu'on fait finalement de cette agilité dont on a voulu nous doter? Mais plein de choses, Madame la sénatrice, et heureusement. Et ce qui est intéressant, vous voyez, je peux vous dire que je ne mets pas en œuvre les mêmes initiatives que je faisais lorsque j'étais directeur en Provence-Alpes-Côte d'Azur, parce qu'il y avait un écosystème, un environnement, des acteurs qui étaient positionnés d'une certaine façon, que les initiatives que je prends en Île-de-France, où l'organisation du secteur est complètement différente. Je suis dans un milieu beaucoup plus urbain, beaucoup plus homogène. Voilà. Donc, quel type d'initiative on prend, par exemple, grâce au fonds d'intervention régional que je peux mobiliser à tout moment de façon extrêmement libre, par exemple, mettre en place une cellule régionale de gestion des urgences psychiatriques au moment des fortes tensions estivales et hivernales pour décharger les urgences classiques qui souvent se retrouvent extrêmement en difficulté avec des patients relevant de la santé mentale qui se retrouvent dans les urgences. Mettre en place une cellule, la cellule EMA, qui permet aux femmes en grande précarité de trouver une place en maternité quand elles n'en ont pas sur la région Île-de-France. La cellule ETETA qui nous permet de trouver une place en urgence absolue en néonatologie pour un enfant qui en a besoin. Voilà le genre de filières, d'initiatives, de réponses que je suis capable de financer quasiment immédiatement sur mon fonds d'intervention, alors que dans le cadre de programmes ministériels, de BOP, qui nécessitent des accords interministériels, etc., cette agilité-là n'existerait pas. Très bien. Madame le rapporteur. Oui, merci. On va bientôt arriver au terme de cette audition et j'ai l'impression à vous entendre qu'il ne faut rien changer parce que tout va très bien. Donc je vais vous poser 3 questions assez précises qui peuvent appeler des réponses par oui ou par non.
Première question, pensez-vous qu'il est pertinent de faire financer Santé publique France par l'ONDAM alors que c'est l'État qui prend les décisions stratégiques qui s'imposent à elle? Et dit autrement, est-ce que le décideur ne devrait pas être le payeur? Est-ce que cela aurait des conséquences en matière de tutelle? Seconde question, jugez-vous positivement le transfert vers l'ONDAM du financement de l'ANSM, qui était autrefois rattaché à la mission santé? Dernière question, pourrait-on simplifier le dialogue entre CPAM et ARS au niveau territorial en réorganisant et en remettant au goût du jour les plans pluriannuels régionaux de gestion du risque et d'efficience du système de soins, afin d'en faire des documents uniques de référence aux côtés des schémas régionaux de santé? Et on pourrait imaginer qu'à ce moment-là, l'ARS en serait le pilote. Il nous reste 2 petites minutes ou 2 grosses minutes, hein, tout dépend comment on les occupe. Et j'ai encore 2 questions de Ludovic Aïe et Solange Nadi, mais peut-être répondez déjà aux questions de Madame le rapporteur, et après ça, on passera la parole. Sur les deux premières questions, même si, encore une fois, la tutelle financière est exercée par la direction de la sécurité sociale, je vais répondre. Sur le transfert du budget total de Santé publique France ou le 6e sous-objectif de l'ONDAM, la réponse est... L'initiative était intéressante parce que ça permet de traiter le maximum d'opérateurs sous un même objectif. Et donc, effectivement, quand on fait de la construction budgétaire, ce qui n'est pas mon métier premier, de pouvoir faire que tous les opérateurs soient regardés de la même manière. La seule chose, effectivement, sur laquelle j'émets non pas des réserves, mais des questionnements, et notamment, c'est la raison pour laquelle il y a aussi une mission IGAS qui a été lancée en la matière, c'est Santé publique France gère des stocks stratégiques, les stocks de masques, les stocks de vaccins. C'est une fonction très régalienne, au sens, effectivement, contre-mesure régalienne. Je ne sais pas si le meilleur endroit, y compris d'un point de vue budgétaire, c'est dans le 6e sous-objectif. Ça, c'est une question qui est posée sur laquelle je n'ai pas la réponse. Sur l'ANSM et le transfert du budget de l'ANSM vers le 6e sous-objectif de l'ONDAM, ça participe de la même logique, c'est de se dire qu'effectivement, toutes les agences sanitaires sont gérées par l'ONDAM, donc par la sécurité sociale, plutôt que par le budget de l'État. Moi, je pense que ça soit l'État ou l'assurance maladie, ce qui est important, c'est effectivement d'avoir une cohérence d'ensemble, et le 6e sous-objectif de l'ONDAM apporte une cohérence d'ensemble. Juste, soit j'ai mal pris mes notes au début de votre introduction, mais vous nous avez dit spécifiquement que l'INCA... oui, vous m'avez dit l'ANSES et l'INCA sont financés sur le programme 204. Donc ma question, si je la pose autrement, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer que finalement on remette Santé publique France et l'ANSM sur le 204 ou sur un autre programme de la... Parce que là, vous venez de me dire la logique, c'est de l'avoir, et après vous me dites c'est pas bien parce qu'en fait on gère des stocks et on fait une activité qui relève pas de la sphère de santé. Ah, c'est ce que je me suis alors très mal exprimé, je m'en excuse. C'est ce que j'ai compris, je sais pas si mes collègues ont compris la même chose, mais... Mon propos est qu'il faut que les agences sanitaires soient gérées au même endroit. Programme 204 ou ONDAM, je renvoie la pertinence à celles et ceux qui conçoivent les budgets. La relation entre les ARS et l'assurance maladie a complètement changé par rapport à ce qui existait avant, pour une bonne raison, c'est que nous sommes financés par l'assurance maladie et il y a beaucoup de collaborateurs de l'assurance maladie qui travaillent au sein des ARS. Donc il y a aujourd'hui une communauté de vues, de compréhension et de culture qui n'existait pas dans le modèle antérieur. Deuxièmement, nous avons des réunions extrêmement régulières avec l'assurance maladie pour piloter des sujets autour notamment de la permanence des soins, de l'organisation de la garde sur les territoires ou sur les centres de soins, les maisons de garde, etc. Moi, je suis en relation permanente avec l'assurance maladie dans ma région pour porter ces sujets. Et sur le schéma pluriannuel, l'ARS pilote la constitution, l'écriture du projet régional de santé qui fixe les grandes lignes de ce que doit être la politique de santé dans la région. Ce plan régional de santé n'est pas le plan de l'ARS, il est le plan de toute la communauté de santé. Et il emporte tous les acteurs de santé. Ou sinon, c'est qu'il a été mal rédigé. Et donc, il appartient à l'assurance maladie de le décliner dans ses documents internes. Donc, pour vous, il n'y a pas de redondance avec les schémas régionaux de santé? Je ne suis pas choqué que chaque acteur dispose de sa propre ligne de priorité et de sa propre feuille de route, pour autant qu'elle respecte les grandes priorités régionales qui ont été définies ensemble. On a 2 dernières questions. Ludovic Aïe. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la rapporteure. Merci, messieurs, d'avoir rappelé toute l'utilité et le périmètre, notamment, d'intervention des ARS.
j'ai bien noté tout le bien fondé de la démarche et ça rejoint un petit peu la question de Madame la rapporteure à l'instant. Je me disais simplement que si demain nous recevions le responsable de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui est à la tête de peu près 1000 agents, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'ANSES, donc 1400 agents, la Haute Autorité de Santé, 443 agents, la Santé publique France, 590 agents, pour ne citer que les principales. Je pense qu'effectivement, chacun nous dirait aussi qu'il y a toute une utilité. Moi, on le sait pertinemment, il y a des chevauchements et des superpositions dans vos missions. Et si vous voulez, les chevauchements et les superpositions ne me posent pas de problème dans la mesure où elles viennent combler des lacunes qui, dans le domaine de la santé, ne sont pas toujours évidentes à traiter. Par contre, je vous donne un exemple très très concret. Hier, et je pense que pas mal de mes collègues sont confrontés à ce sujet-là, on était tous autour d'une table à essayer de répondre à la question comment on peut essayer de recruter des praticiens de santé dans des déserts médicaux. Il y avait tout le monde. Du formateur, du doyen de la fac de médecine jusqu'aux élus, jusqu'aux directeurs d'hôpitaux, collectivités, il y avait tout le monde. On n'a pas été capable de s'entendre sur le chiffre de combien de praticiens de santé avons-nous sur le territoire. Voilà. Mais je vous assure que c'est vrai. Mais pour des raisons qui sont l'ordre des médecins à ses propres chiffres, parce que derrière, il y a des médecins qui sont là, mais ne pratiquent pas vraiment, mais sont quand même dans le registre. Je peux vous assurer que c'est vrai, c'est pas du tout une exagération. Bon, typiquement, les sénateurs sont des législateurs, mais ils peuvent aussi à un moment être scientifiques et s'appuyer sur des chiffres. Pour répondre à cette question de savoir combien de médecins on doit former et recruter, il faut qu'on ait un chiffre précis de l'état des lieux. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, la multiplication des agences ne nous a absolument pas aidés. Donc, pour rejoindre la question de la rapporteure, c'est aujourd'hui comment on peut simplifier tout cela sans se dire que nous, on est prêt à garder tout le monde, si derrière on arrive à ce que chacun puisse travailler dans le même sens, nous, ça nous va bien. Voilà ma question. Solange. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, merci pour vos premiers propos. Alors, moi, je serai rapide, je ne ferai pas de propos introductifs puisque le temps est limité. Permettez-moi de vous dire que je vous trouve hors sol. Je trouvais mon directeur d'ARS hors sol en Guadeloupe, mais vous êtes aussi hors sol. Connaissez-vous la Guadeloupe? Oui. Sa dimension archipélagique. Non, mais pour avoir fait l'incendie du CHU de Guadeloupe et avoir participé sur le terrain à la relève de la réserve sanitaire, je peux effectivement dire que je connais au moins ce terrain-là. Au moins ce terrain-là, donc pas la dimension archipélagique. Donc j'aurais deux questions. Puisque vous me parlez du CHU, j'aimerais savoir votre positionnement puisque le CHU n'est toujours pas ouvert et quand on y entre, franchement, il fait peur. En Martinique, je sais que mon collègue, le sénateur Buval, en parle presque tous les jours de la situation du CHU de la Martinique. Moi, j'aimerais vous présenter un exemple. Un médecin me dit, je suis sur une île, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de moyen d'évacuation. L'ARS me reproche d'ouvrir une seringue avant 20 heures. Dites-moi, qu'est-ce que je dois lui répondre? Je vous remercie. Et vous avez 3 minutes. Non, mais alors, je vais être très honnête, je ne m'occupe pas de l'offre de soins. Je veux bien répondre à votre question, mais je n'ai pas compris votre question là en l'espèce. Pardon. La dernière question? Oui, la dernière question. Parce que je ne m'occupe pas du tout des... Pour le coup, là, je ne suis pas en charge, comme pour monsieur le sénateur, sur les questions d'offre de soins. Les CHU relèvent de la direction générale de l'offre de soins et de la compétence de l'ARS, donc vraiment pas de la direction générale de la santé. Alors, la dernière question, l'ARS, concernant l'ARS, qui refuse d'entendre qu'un médecin doive ouvrir une seringue pour soigner un patient qui est tombé sur un scooter sur une île alors qu'on ne peut pas l'évacuer. L'hélicoptère de la sécurité civile n'est pas disponible, l'hélicoptère sanitaire n'est pas disponible. Il est obligé de mentir sur l'heure où il a fait le soin. Je peux regarder et interroger le collègue en question. Alors, on n'est pas totalement dans mon champ non plus, effectivement, mais dans ce cas-là, on va regarder la situation précise que vous discutez. On rééchangera avec les restes. Je ne peux pas prendre d'autres engagements devant vous aujourd'hui que ça, sur votre présentation qui est très claire. Vous avez parlé d'acteurs référents sur le territoire et d'agilité. Est-ce que vous trouvez que les ARS ont cette agilité qu'il faut? Je vais vous donner un exemple d'un été que j'ai bien connu, l'été 2021, Martinique et en Guadeloupe.
Pour celles et ceux qui ne s'en souviennent pas, et je vais en profiter pour saluer tous les professionnels de santé qui ont travaillé, et malheureusement toutes les familles qui ont perdu un proche. À l'été 2021, j'ai été recruté pour prendre la tête du centre de crise sanitaire au moment où l'épidémie de Covid frappe mortellement et dans des nombres importants la Martinique et la Guadeloupe. C'est des milliers de patients qui ont été évacués de manière sanitaire vers la métropole, des milliers. Des milliers de réservistes sanitaires qui sont arrivés sur les territoires, des milliers de professionnels de santé qui sont venus prêter renfort. Ça n'aurait pas été possible sans les agences régionales de santé. Je le dis. Donc vous êtes satisfait de vous? Non, vous me posez la question, est-ce que c'est agile? Je vous ai donné un exemple où effectivement, la France a été le seul pays au monde à faire massivement des évacuations sanitaires. Si on n'était pas agile, on n'aurait pas pu le faire. C'est un exemple. Je ne suis pas en train de vous dire que j'ai l'agilité absolue. Vous savez combien de morts en Guadeloupe? C'est pour ça que je me suis permis de rappeler leur mémoire au début de mes propos. Parce que l'agilité, c'est un propos qui revient régulièrement dans vos propos à tous les deux. Mais pour vous, l'agilité, elle vient du fait qu'on ait l'agence qui échappe au BOP, à la LOLF et au cadre, ou parce que si l'agilité est là pour faire de l'évacuation sanitaire, pour moi, c'est plutôt les compétences logistiques et humaines des agents. Et eux, sauf à ce que vous me disiez que pour commander un hélicoptère, voilà, il faut le cadre de la LOLF le permet pas. Mais je pense que derrière la question aussi que nous on se pose, c'est est-ce que on aurait pu faire la même chose en ayant les agents au sein du ministère de la Santé et pas dans des agences régionales? Après, j'entends le sujet budgétaire, mais il y a aussi le reste, quoi. Enfin... Alors, Madame la sénatrice, ayant commencé en disant que j'étais hors sol, moi je suis médecin. Donc la question que vous vous posez sur effectivement savoir si c'est le BOP, la LOLF et tout, moi c'est des abréviations que je ne maîtrise pas au quotidien. Moi l'objectif à atteindre c'est l'amélioration de santé de la population. Non mais vous me posez la question. Vous me posez la question de savoir si oui ou non la LOLF aurait... Laissez-moi juste terminer ma réponse. Si la LOLF aurait ou pas modifié notre capacité d'intervention le moment venu au moment d'une crise. La réponse est que, je vais vous dire aussi ce qui a été fait avec Mayotte, qu'on a piloté depuis le 13 décembre. C'est certain que si le budget avait été celui du ministère de la Santé, toutes les initiatives qui ont été prises sur place à Mayotte, elles n'auraient pas été possibles. Oui, je vous le dis. Moi, je ne sais pas acheter de mon bureau des bouteilles d'eau pour le territoire de Mayotte. Je ne sais pas contractualiser en urgence avec des grossistes répartiteurs. Je ne sais pas acheter en urgence des Lipico pour détendre. Quand je dis je ne sais pas, c'est effectivement mon cadre d'intervention ne me le permet pas, alors que le cadre d'intervention de l'ARS le permet. Désolée d'insister, mais ça sera peut-être des éléments que vous pourrez nous préciser par écrit. C'est vraiment nous comprendre en quoi le cadre d'intervention de l'ARS, si c'est des contraintes de nature budgétaire ou si c'est des contraintes de compétences, c'est-à-dire que les gens sont plus compétents dans les ARS qu'ils ne pourraient l'être si jamais ils étaient dans une direction générale de santé ou dans un service préfectoral. Hein, parce qu'on peut aussi... Voilà, c'est ça, nous, qui nous intéresse. Après, voilà, peut-être que ça nécessite que vous replongiez un peu dans ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, mais c'est vraiment au cœur de nos réflexions. Donc, si vous pouvez nous apporter des éléments dans votre réponse écrite, ce sera très intéressant. Merci. Monsieur Robin, peut-être un mot. La vision d'une ARS. Hein. Donc, je pense connaître un petit peu les spécificités ultramarines, parce que j'ai servi 2 fois Outre-mer, j'étais directeur de cabinet d'une ministre de l'Outre-mer. Et c'est vrai qu'une ARS aujourd'hui Outre-mer ne ressemble pas totalement à une ARS métropolitaine. Je crois qu'il faut qu'on dise les choses. Deuxième élément sur la question de l'agilité, ça n'est pas qu'une question financière. Ce que l'ARS a permis de faire aussi, si vous voulez, par ses financements multiples, c'est de faire venir au sein de ces services des métiers qui n'étaient pas avant ni dans les services préfectoraux des DRAS et des DAS, ni dans les ARH. Notamment, nous avons aujourd'hui des fonctionnaires qui viennent de l'assurance maladie, nous avons des fonctionnaires hospitaliers, nous avons des médecins, nous avons des spécialistes, nous avons des médecins de ville. Je peux payer avec mon budget des médecins de ville qui viennent travailler à temps partiel à l'ARS. Tout cela aurait été pas impossible, Madame la rapporteure, je pense. L'intelligence collective finit toujours par l'emporter, j'espère. Mais aurait été très difficile dans un service administratif classique, dans ce qu'on appelle une administration territoriale de l'État, pour faire simple, sous l'autorité du préfet. Et donc, on peut effectivement financer au sein de l'ARS des compétences
très particulière, très atypique, dont on a besoin. Dernier point, c'est que sur l'efficacité collective de tout ça, comme j'ai cité tout à l'heure le Code de la santé publique, dès que nous entrons en gestion de crise, l'ARS est placée sous l'autorité du préfet. Et ça ne suscite aucune exception. Et si le préfet demande à l'ARS de réaliser des prestations, de réaliser des missions sur le territoire, ça ne sera discuté par personne. Très bien, je pense qu'on peut en rester là pour cette audition. Messieurs, merci pour le temps que vous avez consacré à nos travaux. Et puis, de toute façon, on poursuit l'audition tout de suite avec... et sans transition, vraiment, parce que c'est des questions de prise de rendez-vous, donc avec le CEREMA. Merci, messieurs. Bon retour. Merci.